Bonjour à tous, nous allons démarrer cette formation express dans quelques instants. J'attends que tout le monde se connecte. Bonjour à tous, bienvenue dans notre formation express, tout savoir sur les obligations de formation des distributeurs d'assurance en 2024. Donc, je suis Raphaël Berriot, directeur commercial de Proformation. On va démarrer dans quelques instants. Avant de passer la parole à notre formateur, j'aimerais vous présenter donc le déroulement de la formation. Le principe est de vous donner un aperçu et de répondre évidemment à un certain nombre de vos questions. Mais il ne s'agit pas d'une formation complète. Je dirais que c'est un apéritif, c'est une mise en bouche. Si vous voulez le plat principal, le dessert ou le café, eh bien écoutez, je vous invite à nous recontacter pour pouvoir en bénéficier. Donc tout d'abord, Jean-Luc Petricoul, notre formateur, va vous présenter dans les grandes lignes donc la formation. Et je vous invite à poser vos questions via le chat. Comme on n'est pas très nombreux, on pourra éventuellement aussi vous donner la parole sans difficulté. Alors, juste un petit mot sur Proformation. Donc, on est un organisme de formation qui existe depuis plus de 30 ans. Notre ADN, c'est vraiment la formation 100% humaine. C'est vraiment ce qui nous caractérise. Et on fait ça depuis plus de 30 ans avec plus de 300 formateurs. Juste pour ceux qui nous connaissent, enfin ceux que ça pourrait intéresser, nous avons d'autres formations express à venir. Le 27 novembre à 14h30, pourquoi utiliser Office 365 ? Et le 12 décembre de 11h à 11h30, chat GPT pour les RH. On vous attend nombreux parce que ça, c'est un sujet aussi très demandé. Voilà, écoutez, je vous laisse la parole à Jean-Luc et je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Merci Raphaël pour cette belle introduction. Donc, je me présente, je suis Jean-Luc Petricoul, je suis consultant formateur donc spécialisé pour les professionnels de l'assurance. Et parmi donc, mes sujets de prédilection, il y a les formations réglementaires. Donc, parmi les formations réglementaires, vous le savez certainement, nous en avons deux. Nous avons ce qu'on appelle la formation initiale, que l'on appelle la capacité professionnelle assurance avec ces fameux 3 niveaux. Et nous avons maintenant, depuis quelques années, depuis 2019, la formation continue annuelle de 15 heures minimum par an, que l'on appelle la formation DDA. Alors, je vais aborder au cours de ces 30 minutes que l'on va passer ensemble le programme suivant, alors qu'il sera bien évidemment forcément très rapide, mais voilà, vous aurez l'occasion, comme Raphaël vous l'a dit, de nous poser vos questions, soit pendant cette classe, soit bien évidemment après cette classe. Donc, sur la première partie, je vais reprendre, parce que c'est important, quelles sont les personnes concernées par l'obligation de formation initiale. Je suis souvent sollicité sur ce sujet. On m'a rapidement rappelé quels sont les 3 niveaux de capacité professionnelle. S'intéresser aux quelques sanctions qu'il y a déjà eu sur le sujet, sanctions de la CPR. On est tous bien évidemment très vigilants pour éviter des sanctions et pour observer ce qui s'est dit quand la CPR a sanctionné certaines entreprises. Et je vous ferai un point d'attention particulier sur les niveaux 2 et niveau 3, parce que c'est un sujet où il y a un risque de contrôle plus important. Et puis on abordera la formation continue avec donc ce que la directive sur la distribution d'assurance nous impose, quels sont les thèmes qui sont éligibles, puisque c'est une grande question chaque année. Chaque année, il faut trouver des nouveaux sujets, des nouveaux thèmes qui soient pertinents, qui permettent aux collaborateurs de monter en compétences. Et c'est vrai qu'au bout de quelques années, on peut se retrouver, si on organise ces formations en interne, à être un petit peu, entre guillemets, sec sur les sujets abordés. Et si on passe par des prestataires, avoir des prestataires qui ont fait un peu le tour des sujets qu'ils savaient traiter. Et je vous donnerai là également quelques points d'attention tirés, alors non pas de sanctions, puisqu'il n'y a pas encore eu de sanctions sur la directive DDA, mais en tout cas de points d'alerte qui ont été signalés par la CPR dans un de ses rapports annuels. Alors, on va essayer de mettre un petit peu d'interactivité à minima par le chat et je vais vous poser de temps en temps quelques questions. Donc, la première question que je vous pose, et vous pouvez répondre dans le chat, vous répondez A, B ou C, puisqu'il y a 3 possibilités. Quel est le niveau de capacité professionnelle assurance requis pour un chargé de clientèle salarié
qui distribue des assurances de personnes et des assurances de dommages aux biens, donc tout type de produits, en visite de clientèle. Donc, c'est-à-dire qu'il sort de l'agence, il sort du bureau, il va en clientèle. Donc, est-ce que selon vous, c'est un niveau 1, est-ce que c'est un niveau 2 ou est-ce que c'est un niveau 3? Donc, réponse A, B ou C. Voilà, je vois vos premières réponses qui apparaissent dans le chat. Merci. Donc, je vois pour l'instant une majorité de réponses B. Et effectivement, vous avez raison, c'est la bonne réponse, c'est la réponse B. Alors, ce qui va me permettre de faire un récapitulatif très rapide, hein, ce sont ces deux tableaux. Donc, vous avez sur la partie droite la réponse à la question que je vous ai posée, puisque le tableau à droite est le tableau qui reprend les obligations de niveau de capacité professionnelle pour les salariés. Donc, on voit que tout dirigeant, tout responsable d'un bureau, d'une équipe commerciale, d'une plateforme téléphonique, un manager sur un centre d'appel qui manage 10, 12 téléconseillers, toute personne qui a une fonction de management, de direction, de responsabilité, avec un statut salarié dans son entreprise, doit avoir le niveau 1, donc le niveau le plus élevé, 150 heures de formation et toutes les thématiques du programme réglementaire. Un employé, un salarié qui opère en dehors du siège ou du bureau de production, c'est libellé comme ça dans les textes, c'est effectivement le niveau 2, c'était l'objet de la question. Un employé qui opère au siège ou au bureau de production, donc qui ne sort pas, qui reste dans les locaux professionnels, le niveau 3 peut suffire. Alors, justement, c'est sur ce sujet-là que je vous mettrai un point d'attention dans quelques minutes. Et pour des gens qui sont salariés d'un mandataire, donc d'un indépendant qui exerce l'intermédiation à titre accessoire, le niveau 3 suffit. Là, typiquement, c'est par exemple le conseiller dans une boutique Bouygues Télécom, Free, SFR ou Orange, qui va vendre des téléphones, et donc l'activité principale, c'est la vente de produits téléphoniques, et qui peut être amené à vendre donc des assurances en cas de casse ou de vol. Donc, on est bien sur un mandataire. Bouygues Télécom est mandataire d'une compagnie d'assurance et l'intermédiation, la distribution se fait à titre accessoire d'une activité principale, donc un niveau 3 suffit. Le tableau que vous avez sur le côté gauche, c'est celui qui concerne les personnes qui exercent la profession de distribution d'assurance avec un statut d'indépendant. Donc, on retrouve effectivement pour les courtiers et les agents généraux d'assurance le niveau 1 obligatoire. Et pour les personnes qui exercent avec un statut de mandataire ou de mandataire d'intermédiaire. Donc, le mandataire, c'est celui qui a un mandat directement avec une entreprise d'assurance. Le mandataire d'intermédiaire, c'est quelqu'un qui a un mandat avec un agent général ou un courtier, la plupart du temps. Le principe, c'est un niveau 2, hein, donc 150 heures de formation, mais on n'est pas obligé d'aborder toutes les thématiques qu'on aborde dans le niveau 1. Et il y a une exception pour les mandataires et mandataires d'intermédiaire, c'est un niveau 3, à la condition que l'activité soit accessoire et qu'il n'y ait pas de contrat avec des garanties de responsabilité civile qui soient distribuées. Voilà, donc ça c'était un petit rappel sur le fonctionnement de la capacité professionnelle assurance. Donc j'ai une deuxième question à vous poser et vous pouvez continuer à y répondre dans le chat comme tout à l'heure. Est-ce que la CPR a déjà prononcé des sanctions sur la capacité professionnelle assurance? Donc il y a déjà une réponse que vous pouvez éliminer parce que je vous ai mis sur la piste. Donc réponse A, non, pas encore. Réponse B, oui, une fois pour le niveau 1. Ou réponse C, oui, deux fois, une pour le niveau 1 et une pour le niveau 3. Voilà, donc je vous laisse répondre à cette question. Donc je vois arriver des réponses C, des réponses B, des réponses A. Voilà, j'ai plutôt du C quand même qui domine dans vos réponses. Et effectivement, c'est la bonne réponse. Donc à ce jour, il y a eu, entre guillemets, seulement 2 sanctions. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a eu peu de contrôle, hein. Moi, je suis souvent intervenu, comme je suis connu sur le marché comme spécialiste de ces formations-là, je suis intervenu plusieurs fois pour des entreprises un petit peu en pompier de service, hein, c'est-à-dire c'est des entreprises qui étaient en cours de contrôle et où la CPR avait été assez souple en leur disant, voilà, d'ici la fin de notre contrôle, on va vérifier votre capacité professionnelle assurance. Donc, faites en sorte d'être dans les clous quand on va traiter ce sujet-là. Et quelquefois, j'ai été appelé comme ça, donc en mission de secours pour rapidement remettre un programme en place ou former au niveau 1 des gens qui auraient dû l'être et qui n'étaient formés qu'au niveau 2, par exemple. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui a pu être reproché, parce que quand on va jusqu'à la sanction, c'est qu'a priori, donc, les manquements sont assez graves.
Donc, concernant le niveau 1, c'est la société UFI France Patrimoine, UFF, on l'appelle comme ça dans le métier, à l'époque filiale d'Aviva, donc qui aujourd'hui est devenue Abeille. Donc, vous voyez, ça remonte à 2016, un avertissement, une sanction pécuniaire de 200 000 euros, une publication au journal officiel, donc forcément, bah, ça fait toujours du mal. Donc, ce qui a été reproché, c'était quoi? L'absence de délivrance d'un livret de stage conforme aux exigences. Donc, vous savez qu'on a un livret de stage réglementaire, il faut donc le remplir et le remplir correctement. Le non-respect de l'obligation de veiller à ce que ces salariés disposent de la capacité professionnelle requise. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait des personnes qui voilà, n'étaient pas dans les clous par rapport au niveau dont ils avaient besoin. Des formations ne respectant ni la durée ni le programme minimum nécessaire à l'acquisition de la capacité. Donc, zapper des thématiques, zapper des sujets, voilà, est quelque chose que la CPR contrôle et sanctionne. Et s'agissant de l'acquisition de la capacité de niveau 1 comme de celle de niveau 2, les unités de formation relatives à l'intermédiation d'assurance et aux assurances de personnes n'étaient pas abordées. Pour le niveau 1, l'unité relative à l'assurance de biens et de responsabilité n'est pas enseignée. Alors ça, c'est un sujet très important. Vous voyez, UFI France Patrimoine, c'est une entreprise qui ne vend que des assurances de personnes. Donc, ils se sont dit, bon, pour les gens qui ont besoin de niveau 1, on n'aborde pas tout le bloc sur les assurances de dommages, puisqu'on n'en vend pas. Et c'est comme ça qu'ils se sont défendus devant la CPR. La CPR ne veut rien entendre. Hein. Le niveau 1, c'est toutes les thématiques du programme et les assurances de dommages en font partie. Donc, on ne peut pas, au prétexte qu'on ne vend pas tel ou tel contrat d'assurance, faire un niveau 1 à la carte. Hein. Le niveau 1 doit vraiment comprendre toutes les thématiques. Deuxième sanction, alors celle-là, elle était très marquante. Elle a touché donc Santian, qui est un gros courtier à distance, notamment sur la complémentaire santé, qui donc a pris une sanction avertissement, sanction pécuniaire de 100 000 euros et publication de la sanction au journal officiel. Et où là, en fait, la CPR est venue reprocher qu'il manquait dans la formation un certain nombre de sujets. Donc, par exemple, la formation dispensée aux salariés de niveau 3 comportait des carences. Donc, il y avait des sujets qui n'étaient pas traités, notamment la lutte contre le blanchiment n'était pas traitée ou très succinctement. Les chiffres n'étaient pas à jour, etc. Voilà, ça a été reproché. Et puis, alors, le point qui a été très impressionnant, c'est que on a reproché à Santian de ne pas aborder les pratiques commerciales déloyales. Il faut savoir que le sujet des pratiques commerciales déloyales, c'est quelque chose qui est dans le code de la consommation. On ne trouve pas ça dans le code des assurances, on ne trouve pas ça dans le code de la mutualité, on ne trouve pas ça dans le code monétaire et financier, donc dans les codes qui régissent habituellement nos professions. Et il n'y a pas de programme pour le niveau 3. Hein. La réglementation nous dit que c'est une formation d'une durée raisonnable, adaptée aux produits commercialisés. Eh bien, depuis cette sanction, on s'est rendu compte que la CPR peut, sur des niveaux 3, aller reprocher que certains sujets, certaines thématiques que la CPR considère comme indispensables ne soient pas traités. Voilà, donc tout ça nous amène à beaucoup de vigilance. Et le point d'attention que je voudrais vous donner sur ce sujet, c'est extrait d'une note de la CPR de septembre 2018, spécifique sur la capacité professionnelle assurance et sur le niveau 2 et le niveau 3. Donc, en fait, ce que dit cette note, c'est en principe, les salariés qui commercialisent des contrats d'assurance doivent avoir une capacité professionnelle de niveau 2. Donc, une formation solide, hein, c'est une formation de 150 heures minimum. Mais il existe des dérogations qui permettent de bénéficier d'une capacité moins contraignante, dite de niveau 3, puisqu'effectivement, dans le niveau 3, il n'y a pas de durée indiquée, une durée raisonnable. Et donc, l'ACPR rappelle dans cette note que cette dérogation suppose toutefois la réalisation de conditions très strictes nécessitant d'être identifiées en amont, telles que l'encadrement direct par une personne de niveau 1. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne sort pas du bureau, qui ne sort pas du siège, qui est sédentaire, effectivement, un niveau 3 peut suffire, à la condition que cette personne soit sous la supervision permanente d'un supérieur qui a le niveau 1. Si la personne est finalement en autonomie parce que son supérieur qui a le niveau 1 n'est pas présent, le niveau 3 ne suffit plus. Hein. Il faut un niveau 2 qui permet de distribuer des produits en totale autonomie. Voilà. Et donc, cette note rappelle qu'il est important de faire une cartographie donc de tous les salariés pour voir en fonction de leur fiche de poste, de ce qu'ils font, des conditions dans lesquelles ils le font,
quel est le niveau, et vous voyez le niveau requis, et vous voyez, je l'ai souligné, donc cette pratique de la cartographie est trop rarement effectuée au sein des sociétés concernées. Donc ça veut dire que lors des contrôles de la CPR, ils se sont rendus compte que cette cartographie n'existait pas souvent. Donc ça, c'est un conseil que je peux vous donner, si vous avez cette responsabilité-là, vous qui nous écoutez aujourd'hui, c'est de faire cette cartographie voilà, de manière à ce qu'en cas de contrôle, vous puissiez bien justifier pourquoi tel ou tel salarié a le niveau 2 ou le niveau 3. Voilà, donc c'est ce que je voulais aborder comme point important sur cette première partie sur la capacité professionnelle assurance, donc la formation dite initiale. On va aborder maintenant le sujet de la formation continue et je l'introduis par une première question dont la liste des compétences éligibles pour les actions de formation continue se limite à des sujets d'ordre réglementaire seulement. Est-ce que réponse A, c'est vrai, ou est-ce que réponse B, c'est faux? Donc je vous laisse là aussi quelques secondes pour répondre dans le chat avant de vous afficher la bonne réponse. Voilà, donc je vois que les réponses qui arrivent sont unanimes et sont toutes bonnes. Donc effectivement, vous connaissez bien le sujet. C'était une crainte qu'on pouvait avoir quand on a entendu parler de cette nouvelle obligation qui allait arriver avec la directive DDA. Mais on a été finalement plutôt rassuré quand on s'est rendu compte qu'on n'en aurait pas à traiter que des sujets réglementaires et qui, on le sait, auprès des commerciaux, sont plutôt des sujets qu'ils considèrent comme rébarbatifs. Donc, ce qui est important pour nous, c'est ce fameux arrêté du 26 septembre 2018, quand la directive DDA a été transposée dans le droit français, qui finalement ne nous a pas donné un programme, puisque sur la DDA, on ne peut pas parler véritablement de programme comme dans le cas de la capacité professionnelle assurance, mais de thématiques éligibles. Et on se rend compte qu'il y a en fait 4 catégories de thématiques éligibles: les compétences professionnelles générales, les compétences professionnelles spécifiques à la nature des produits distribués, les compétences professionnelles spécifiques à certains modes de distribution, sont visés plus particulièrement les modes de distribution à distance, et les compétences professionnelles spécifiques à certaines fonctions, sont visées particulièrement les fonctions managériales. Donc cet arrêté, si on le résume très simplement, voilà les 4 blocs. Alors je ne vais pas forcément vous lire toutes les lignes, mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'au titre des compétences professionnelles générales, voilà tout ce qui touche à l'activité, à l'environnement, aux évolutions, à la relation client, aux mesures de prévention et de conformité, à tout ce qui est évolution organisationnelle et technologique, et puis au développement du portefeuille de manière conforme, tout ça va être éligible. Donc ça veut dire qu'on peut avoir la formation à un outil, un nouvel outil de tarification, la formation d'une journée qu'on va faire dessus, c'est quelque chose qui est tout à fait éligible DDA. Tout ce qui touche la relation client, donc formation à la prospection, formation à l'argumentation, au traitement des objections, voilà, ces sujets-là vont être éligibles également. Dans le deuxième bloc, on voit sur les compétences spécifiques aux produits distribués, tout ce qui est formation produit. Donc, que ce soit pour les personnes qui distribuent de l'assurance vie et capitalisation, de la prévoyance santé retraite ou des assurances de dommages biens de responsabilité qu'on appelle l'IARD. Voilà, toutes les formations produits, environnement qui vont pouvoir être faites seront également éligibles. Sur le troisième bloc en bas à gauche, on voit qu'au niveau des compétences spécifiques à certains modes de distribution, on voit qu'effectivement, c'est la vente à distance qui est visée, donc tout ce qui est applicable au démarchage, tout ce qui est applicable à la vente à distance, les étapes de la relation client à distance. Donc là aussi, tout ce qui peut être traitement des appels conflictuels, gérer les clients difficiles, mais également tout ce qui concerne la réglementation en matière de démarchage, d'obligations d'information, de devoirs de conseil, vont pouvoir entrer dans ce bloc-là. Et puis sur le quatrième bloc, on voit donc pour les personnes qui sont en contact direct avec la clientèle et qui encadrent habituellement des personnes en contact direct avec la clientèle, toutes les thématiques qu'on va pouvoir aborder seront éligibles. Et la même chose pour les personnes qui ont la responsabilité d'un bureau de production ou l'animation d'un réseau en lien avec la clientèle. Donc on peut intégrer des formations au management à partir du moment où on n'est pas parti sur des formations que je qualifierais d'exotiques. On a vu ça il y a une vingtaine d'années, on a mené les managers la nuit, dormir dans un igloo ou sauter
sauter à l'élastique pour développer un certain nombre de qualités. Bon, là, je pense que vous auriez du mal à les justifier en cas de contrôle comme parfaitement éligibles. Mais voilà, une formation à des techniques de management, le management situationnel, le management par la méthode des couleurs. Enfin, voilà, bon, il y a des tas de sujets en matière de management qui peuvent, à partir du moment où le lien peut être démontré avec la pratique réelle du manager en question, des managers en question, sera totalement éligible. Voilà, donc ça c'est quand même un point voilà, qui est plutôt rassurant. On a un choix qui est assez vaste de thématiques qui sont éligibles. Alors on voulait avec Raphaël vous donner quelques exemples de choses qu'on a pu faire, hein. Donc là par Oui, exemple, Jean-Luc, juste vas-y. un petit point aussi. Je fais un aparté, mais n'oubliez pas que nombreux aussi sont les besoins en langue, formation à l'anglais. Et on peut très bien créer une synergie, enfin faire d'une pierre, de deux pierres d'un coup, pardon, euh, en formant sur des sujets justement le traitement des objections ou autres en anglais. C'est-à-dire que vous pourriez très bien rendre éligible une formation en anglais à la DDA. Ouais, tout à fait. Absolument, ouais, ouais. D'autant plus que voilà, si c'est justifiable parce qu'on a une clientèle étrangère, parce que voilà, on travaille, on exerce à l'étranger, bien évidemment, le lien est fait. Voilà, donc il y a un sujet qu'on aborde qui est très intéressant parce que vous le savez hein, certainement, et je vous l'ai dit en introduction, trouver chaque année des nouvelles thématiques, et c'est un petit peu compliqué si on reste toujours dans le même cadre plutôt théorique. Donc, on a développé un concept d'actualité juridique, hein, c'est-à-dire faire le point sur toutes les dernières évolutions législatives, réglementaires liées au secteur de l'assurance. C'est quelque chose qu'on peut faire en présentiel. En présentiel, ça passe sur une journée. C'est quelque chose qui peut se faire en classe virtuelle, sur un format de 2 à 3 heures, ou ça peut se faire en e-learning, et là, on est plutôt sur un format de 5 heures. Alors, pour vous donner concrètement un exemple voilà, de quelque chose qu'on a fait cette année, euh, une partie sur les points clés du dernier rapport annuel de la CPR. Hein. C'est intéressant d'extraire de ce rapport chaque année les points qui nous intéressent, les points d'attention, les points de vigilance. Euh, Pareil, les points clés du dernier rapport annuel de TRACFIN. C'est toujours important, on sait que le sujet qui est le plus souvent sanctionné par la CPR depuis que la CPR existe, c'est la lutte contre le blanchiment. Hein, donc on n'en fait jamais trop sur ce sujet. Les points clés du dernier rapport annuel de la sécurité sociale, ça c'est intéressant pour tous ceux qui distribuent bien évidemment des produits de prévoyance, des produits de santé, des produits de retraite. L'analyse des données clés de la Fédération France Assureur, ce rapport qui sort chaque année comporte des données très très intéressantes que l'on peut exploiter. Là, bien évidemment, le sujet intéressant à aborder cette année, c'était la réforme des retraites. Également, on a eu des évolutions dans la réglementation sur le démarchage téléphonique et on sait que ça, c'est aussi un sujet qui est très souvent dans le viseur à la fois de la CPR, mais également de la DGCCRF qui fait beaucoup de sanctions sur le sujet. Et puis, alors, on a eu une actualité récente cet été, la recommandation ACPR du 17 juillet, qui voilà, aborde différentes mesures concernant l'application de la directive DDA, notamment sur les conflits d'intérêts. Et vous savez qu'une recommandation de la CPR, il faut traduire le mot recommandation par obligation. Hein, c'est-à-dire que si on ne respecte pas la recommandation, on est sanctionné. Voilà, donc je vous ai mis quelques diapos voilà, pour vous montrer ce qu'on a pu faire sur le démarchage téléphonique, voilà, en faisant un rappel de toutes les obligations et de toutes les interdictions issues de ces évolutions récentes. Ce que j'aimerais, avant de m'approcher donc de la conclusion, c'est revenir sur un paragraphe qui est paru donc dans le rapport annuel 2021 de l'ACPR, hein, puisque voilà, je vous disais, ce rapport, on le scrute forcément parce que on y voit soit ce qui a été sanctionné et on sait là où on doit être vigilant, soit on a des alertes. Et là, typiquement, en 2020, dans le rapport 2021, donc publié en 2022, l'année dernière, donc voilà ce qu'il y avait au sujet de la formation continue. Alors il faut savoir que la formation continue, je dirais, elle n'a pas été trop contrôlée au départ. Pourquoi? Parce qu'on est tombé dans les années Covid. Hein. On a l'obligation de formation continue depuis 2019.
Je ne vous refais pas l'histoire des années 2020-2021 qui ont été quand même fortement perturbées. Donc, bien évidemment, les inspecteurs de la CPR n'ont pas pu aller sur place en 2020 et 2021 comme ils ont pu le faire avant et comme ils peuvent à nouveau le faire maintenant. Donc voilà, s'il y a vraiment un sujet sur lequel je vous invite à être très, très, très vigilant, c'est sur la formation continue DDA, sur ces 15 heures, parce que là, certainement que les inspecteurs de la CPR n'attendent qu'une chose, c'est de trouver quelqu'un chez qui il y a une faille et de prononcer la première sanction sur le sujet. Donc, on voit qu'en 2021, la CPR a conduit plus de 50 contrôles auprès d'intermédiaires en assurance concernant leurs obligations en matière de formation continue. Il ressort que les intermédiaires ont bien pris conscience de ces exigences. Certaines sociétés ont formé davantage leur personnel pendant les périodes de confinement. C'est vrai, on en a profité. Cependant, toutes n'ont pas atteint le minimum annuel requis de 15 heures de formation. Ça, c'est un point très, très important. Ça veut dire qu'effectivement, du 1er janvier au 31 décembre, parce que c'est comme ça que ça se passe, c'est sur l'année civile, les 15 heures n'ont pas été atteintes. Donc ça, c'est une carence, c'est un manquement à l'obligation. Alors la lacune s'expliquait par la difficulté d'organisation liée au contexte sanitaire, mais bon, aujourd'hui, on ne pourra plus prétexter ça. Et dernier point, en outre, les justificatifs fournis pouvaient être incomplets ou imprécis et ne permettaient pas de s'assurer de la qualité des formations sur des éléments clés comme la durée ou l'organisme formateur. Alors, donc ça veut dire que les justificatifs n'étaient pas satisfaisants. Donc je terminerai sur ce point-là. Voilà quels sont du coup les points de vigilance sur lesquels je vous invite à mettre votre attention. Premièrement, bien sûr, de n'oublier personne, former toutes les personnes qui rentrent dans le cadre de l'obligation de formation continue. Ce sont toutes les personnes qui prennent part d'une façon ou d'une autre à la distribution. Le respect de la durée minimale de 15 heures sur l'année civile. Des feuilles de présence conformes pour les formations présentielles ou des relevés de connexion pour les formations distancielles, en e-learning ou en classe virtuelle. Des justificatifs de la formation continue, donc des feuilles de présence qui sont signées, la conformité des attestations de formation également, qui reprennent la date de la formation, les heures de la formation, les thèmes qui ont été traités pendant la formation. Donc, c'est le 6e point, le programme détaillé des formations qui ont été suivies, de manière à ce qu'on ne vous reproche pas d'avoir fait une formation qui était hors compétences éligibles. De vérifier, bien évidemment, l'éligibilité des thématiques de formation. Bon, mais là, on l'a vu il y a quelques instants, c'est assez large, donc il ne devrait pas y avoir de souci là-dessus. Et surtout, alors ça, c'est un point sur lequel je m'attends à ce que la CPR, à un moment donné, soit émette une recommandation, soit prononce une sanction, c'est l'adéquation des formations aux besoins personnalisés de monter en compétences. Parce que bien évidemment, l'esprit et la lettre de la directive DDA, c'est pas de faire des formations pour faire des formations. C'est de faire des formations pour mettre à jour les connaissances ou faire monter en compétences. Donc, je ne vais pas faire, si j'ai un distributeur, un salarié dans mon entreprise qui ne distribue que des assurances de dommages, et que je lui fais cette année 15 heures de formation sur l'assurance emprunteur, sur la complémentaire santé et sur la prévoyance, j'aurais du mal à justifier auprès d'un inspecteur de la CPR que je l'ai fait monter en compétence sur des sujets qui ne le concernent pas parce qu'il ne distribue jamais ses produits. Donc ça, c'est très très important également de faire le lien entre les thématiques que vous abordez et la montée en compétences et l'intérêt réel pour les personnes qui vont suivre ces formations. Voilà, donc j'ai fait le tour du sujet dans le timing. L'exercice nécessité d'être synthétique et complet à la fois, donc j'espère l'avoir été. Oui, fermez la porte, s'il vous plaît. Voilà, il nous reste donc quelques minutes si vous avez des questions. Donc, je ne sais pas, Raphaël, si pendant mon intervention, il y a des questions qui nécessitent... Oui, il y a Philippe Tourcel qui demande si pouvons-nous nous appuyer sur un texte réglementaire qui détaille ces éléments, alors thématiques par rapport au métier. Alors, j'imagine, Philippe, que c'est donc pour la DDA, bien évidemment. Non, en dehors de l'arrêté que je vous ai présenté, l'arrêté de septembre, qui est ici, de septembre 2018, il n'y a pas d'autres documents officiels. Il n'y a pas de texte réglementaire autre que celui-là. Il n'y a pas eu de précision de la CPR, de recommandation de la CPR à ce sujet. Donc, pour l'instant, c'est à chacun
je dirais quelque part, d'interpréter au sein de tout ce que je vous raffiche ici, qui sont donc les compétences éligibles, les sujets de formation que l'on peut justifier comme conformes à ce qui apparaît dans l'arrêté ou pas. Mais il n'y a pas eu d'autres précisions depuis. Très bien, merci. Écoutez, n'hésitez pas, il nous reste une petite minute si vous avez d'autres questions. Je vois qu'on a quelqu'un qui nous a demandé si les diapos étaient disponibles. Oui, je pense que c'est prévu. Oui, Raphaël. en fait, vous aurez un replay je dirais lundi pour être. Voilà, le replay vous sera adressé au plus tard lundi. Alors, Donc, vous Sophie aurez nous les pose une slides dans le question. replay. Ouais, Sophie nous pose une question sur la formation continue, les supports autorisés. Alors, l'arrêté nous donne la possibilité d'utiliser toutes les modalités pédagogiques, hein. Donc, ça peut être effectivement de la formation en présentiel avec des supports classiques en présentiel de type PowerPoint, par exemple, ou des documents, hein, qui ont été remis. Ça peut être bien évidemment une formation en e-learning, hein. Alors, Oui, un PowerPoint dans un PowerPoint. LMS, oui, Ouais. des modules e-learning dans un LMS aussi. La classe virtuelle, voilà, avec des supports d'animation de classe virtuelle comme on le fait nous. Alors, je vois votre question, Sophie, sur le quiz obligatoire ou pas. La formation continue, le texte n'évoque pas de quiz obligatoire. Maintenant, la recommandation que je peux vous donner, c'est ce que l'on fait sur toutes les autres formations réglementaires. Faisons-le là aussi. Donc, soit par le biais d'un quiz final, soit par le biais d'une évaluation en continu. Moi, par exemple, quand je bâtis des modules de formation en e-learning, il y a de la formation continue, c'est-à-dire que régulièrement, il y a des questions un peu sur le mode de ce que j'ai fait là avec vous, voilà, mais des questions de validation. La plateforme LMS enregistre le score et on peut justifier, on fait en sorte voilà, qu'il faille au moins 50% de bonnes réponses pour valider le module e-learning avant de passer au module suivant. Et voilà, ça nous permet sur l'attestation de sortir un taux de réussite à la validation des acquis, qu'elle se soit faite en continu ou qu'elle se soit faite par un quiz final. Donc le texte ne l'oblige pas, mais effectivement, je pense qu'il vaut mieux le faire. Moi, je le recommande en tout cas. Voilà, Shirley nous posait la même question. Oui. Voilà, donc je pense avoir Je répondu pense qu'on a toutes les à questions. tous les deux. Je vous ai mis un lien dans le chat si vous voulez bien répondre à un petit questionnaire de satisfaction. On aimerait bien avoir votre avis. Et encore une fois, nous pouvons vous accompagner avec Jean-Luc eh bien, dans vos projets, que ce soit quel que soit le format, je dirais, présentiel, classe virtuelle ou e-learning. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Donc, moi, je suis Raphaël Berriot, hein, donc Proformation. Vous devriez avoir mes coordonnées, mais je vous les remets dans le chat. Et encore merci pour votre participation, hein. Vous étiez relativement nombreux sur un sujet qui est un petit peu pointu quand même. Voilà, je vous mets également mon numéro de téléphone portable. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Donc, mon mail, c'est r-berriot@proformation.fr et mon téléphone 06 60 13 64 41. Voilà, donc encore une fois, merci Jean-Luc. Merci à toi. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une autre formation express, j'espère, hein. Encore une fois, il y a ChatGPT pour les RH et Office 365 à venir. Et nous aurons bien entendu d'autres formations dédiées au métier des banques et assurances, hein, puisque c'est aussi une de nos formations. Voilà, qui fait partie du catalogue. Très bien, encore bravo pour toutes vos réponses, que vous étiez très bons, hein. Et puis, je vous souhaite un bon appétit, hein, puisqu'on a parlé d'apéritif et de dessert. Donc, n'hésitez pas. Allez, au revoir. Merci, au revoir à tout le monde.